Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief politique. Et élection du 8 septembre oblige, nous la consacrerons au scrutin général, donc communal, régional, national, qui se déroulera en cette date du mercredi 8 septembre. Aujourd'hui avec Zakaria Garti. Zakaria Garti, bonjour. Bonjour, c'est Aziz Bousta. Merci et vous. Bien, ça va. Vous êtes ancien président de Tizi, Tariq Ibn Ziyad Initiative, et vous êtes actuellement président du mouvement Ma'an. Donc nous allons parler des élections. Article 30 de la Constitution, vous le connaissez, le vote est un droit personnel et un devoir national. Donc il faut peut-être expliquer aux gens, que les gens comprennent, que les électeurs et électrices comprennent que la combinaison des deux donne une forme d'obligation peut-être morale, nécessité morale, on le dit, on le redit. Pourquoi il faut voter ? Merci pour cette invitation. Je tiens d'abord à vous saluer, c'est Aziz Bousta, et à travers vous, les téléspectateurs ô combien nombreux de votre émission et de Midi 1 TV. La question que vous posez, pourquoi voter, est une question à la fois simple et compliquée. Elle est d'une importance majeure. Il ne s'agit pas ici de faire un plaidoyer émotionnel pour le vote, et encore moins, surtout pas. Et encore moins un réquisitoire contre, mais de tenir un discours décomplexé et sincère. D'abord, je pense que même discuter des raisons et des arguments des boycotteurs est un moyen important pour inciter les gens à voter et augmenter la participation politique. Mais pour revenir à votre question, voter, c'est un appel à la responsabilité d'abord des citoyens. Voter, ce n'est pas laisser les autres décider à sa place. Voter, c'est un moment de récompense et de sanction. Récompenser ceux qui ont été... Récompense ou sanction. Ou sanction. C'est récompenser ceux qui ont bien travaillé et sanctionner ceux qui ont mal fait leur travail par malhonnêteté ou incompétence. D'ailleurs, nous nous apprêtons à organiser les élections du 8 septembre. Ce sont des élections à la fois, ce qui n'arrive pas souvent, à la fois législatives, locales, communales, préfectorales, etc. Régionales. Et régionales. Et donc parlons un peu des élections locales. Nous allons renouveler les instances de 1600 communes à travers le Maroc. Les collectivités territoriales, pour rester dans l'appellation officielle. Ces collectivités territoriales ont un budget à peu près de 45 milliards de dirhams. C'est une somme colossal et important, c'est à peu près 5% du PIB, entre 4 et 5% du PIB. Vous savez, les gens pensent tous que les budgets des communes sont déficitaires, or elles ne le sont pas. Les budgets des communes sont excédentaires chaque année. En 2019, je ne vais pas parler de 2020-2021 parce que c'est des années Covid, mais en 2019, les budgets des communes ont enregistré un excédent de 6 milliards de dirhams qui vient de se rajouter aux 31 milliards de dirhams d'excédents cumulés les années précédentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incapacité, il y a une non-exécution de plusieurs projets d'investissement. Dans les communes, uniquement 40 à 45% des projets d'investissement sont exécutés. Pourquoi ? Pour des raisons de gouvernance ou d'incompétence de plusieurs élus. Donc voilà, ça montre vraiment à quel point c'est important de voter et de renouveler, d'avoir des nouvelles élites locales au moins. Pourquoi voter ? Ce que vous êtes en train de dire en filigrane, c'est que non seulement il faut voter, mais il faut bien voter, c'est-à-dire choisir ses candidats. Bien sûr. Et en plus, la démocratie s'est constituée sur plusieurs piliers, mais un pilier important qui est celui du suffrage universel. Et le suffrage universel, c'est le nombre. Et donc, il est un peu compliqué d'avoir un gouvernement fort, efficace, efficient, en mesure d'implémenter des réformes importantes si seulement 20 ou 30% des Marocains se rendent aux urnes. Je dis 20 à 30% parce que le taux de participation, même s'il est plus important, mais moi je calcule en fonction des personnes en âge de voter. Donc seule une participation populaire et massive et en mesure de faire sortir des urnes des élites politiques fortes. Vous avez dit les chiffres, vous avez dit qu'ils sont assez éloquents sur ces milliards de dirhams qui ne sont pas d'investissements, qui ne sont pas réalisés parce qu'il y a une question de gouvernance et de compétences. Et toutes ces personnes qui vous disent comme ça, en vous regardant dans les yeux, non, moi je vote pas. Non, moi je n'ai jamais voté. Ou alors moi je ne vais pas voter qu'est-ce que vous leur diriez ? D'abord, c'est là où je m'adresse, comme j'ai dit dans mon introduction, aux boycotteurs, à ceux qui appellent au boycott. Le problème, c'est que... Déjà, c'est interdit. C'est interdit, mais par la loi. Mais ils sont là. Ils sont là, il faut les écouter, il faut les entendre. Et mon argument simple à destination des boycotteurs, de ceux qui appellent au boycott, c'est que malheureusement, ces groupes, ces partis, ces formations n'ont jamais réussi à imposer
leurs idées à la population et imposer leur temporalité à l'État central. Donc, il est encore difficile de créer un débat constructif en dehors des institutions électives. On peut avoir de la colère, on peut avoir de l'aigreur, on peut avoir des gens aigris, mais des gens qui créent un débat et qui imposent leur temporalité à l'État, malheureusement, on ne les voit pas en dehors. Donc on peut avoir de la colère, on peut avoir du regret, on peut avoir du ressentiment, mais une fois tous les 5 ans, il faut réserver quand même une petite demi-heure pour aller s'acquitter de son devoir, pour pouvoir justement critiquer. Absolument, il faut le faire une fois, 2 fois, 3 fois, parce que la démocratie, c'est aussi de la patience. C'est aussi de la patience, du temps, du travail sur le long terme. Donc c'est pour ça que des personnes peuvent voter une fois et se sentir un peu désabusées, et ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors à contrario, pourquoi les gens, justement, une grande partie de l'électorat ne va pas voter? D'accord, bon, on va dérocher des choses clairement là-dessus. Pourquoi beaucoup de gens ne votent pas? Pour plusieurs raisons. Vous savez, si les Marocains ont une conscience politique forte, malheureusement, la culture politique n'est pas souvent très importante, notamment chez les jeunes. Et donc, avoir de la culture politique permet de comprendre le cheminement de l'évolution politique du pays, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc, cette faible culture politique est un frein à la participation politique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, bon, moi j'aime beaucoup citer Alexis Tocqueville, qui parle de l'égalité des conditions comme un préalable à la démocratie. Dans les sociétés qui ne sont pas encore extrêmement matures démocratiquement parlant, les gens pensent à l'égalité, au combat aspirent à l'égalité, à l'égalité ou à la justice sociale, etc., mais ne comprennent pas que tous ces combats convergent vers le combat politique. Alexis Tocqueville encore, qui parlait de son voyage aux États-Unis, parle de l'individualisme comme un des freins ou un des handicaps de la démocratie, qui handicape la chose politique et la chose démocratique dans un pays. Sauf que les gens deviennent individualistes une fois cette égalité des conditions atteinte. Donc en Europe aujourd'hui, après plusieurs siècles de combat démocratique, les gens commencent à devenir individualistes et réalisent un peu la théorie de Alexis Tocqueville. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on passe par plusieurs étapes. D'abord, on est dans le collectif, d'abord, on est dans le général, et après on est dans l'individualisme. Le problème, c'est qu'au Maroc, on est individualiste un peu trop tôt. Et donc cet individualisme, couplé à une faible culture politique, fait que les gens ne votent pas. Mais vous savez, la solution réside aussi dans l'école. C'est à l'école où on doit apprendre plus de choses sur l'histoire politique du Maroc, ce qui n'est pas le cas, hélas. Et deuxièmement, c'est à l'école où on apprend aussi peut-être le civisme et l'activité civique, ce qui est un peu rare dans les programmes scolaires. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a aussi une conviction chez beaucoup de gens que la démocratie marocaine n'avance pas. Elle est jeune, certes, elle ne doit pas le rester éternellement jeune, donc elle doit avancer sans recul et sans stagnation, mais on doit aussi mesurer les avancées qui ont été faites. Vous savez, Feu Abdelrahman Yousfi était rédacteur en chef d'un journal, ancien Premier ministre, était rédacteur en chef du journal de son parti dans les années 60. Et un jour, il écrit un papier en disant que le gouvernement doit rendre des comptes, pas uniquement à Sa Majesté, mais au peuple marocain. Vous savez, son journal a été interdit, il a eu des poursuites judiciaires à l'époque, lui et frère de Alors c'est là où vous dites qu'il faut savoir où on va, mais il faut savoir aussi Aujourd'hui, cette phrase est inscrite dans la Constitution de 2011 et le gouvernement est investi par le Parlement. Donc je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour avancer dans la démocratie au Maroc, mais il faut quand même mesurer tous les acquis qui sont les nôtres depuis plusieurs années. Une chose est importante aussi, c'est Aziz Boustan, et je voudrais insister là-dessus. Vous savez, moi je suis financier de formation et de métier, mais je sais que ce ne sont pas les équilibres macroéconomiques qui créent de l'espoir dans une société, mais ce sont plutôt les combats pour le droit, pour les droits, pour les libertés, qui font que l'on regarde et qu'on voit le futur avec de l'espoir et du rêve. Donc le développement d'un sentiment d'appartenance à une collectivité. Malheureusement, quand il n'y a pas un rêve collectif, les gens se concentrent vers leur rêve individuel. Et donc c'est important que dans l'action politique, qu'il y ait cette touche de rêve. Alain Duhamel, grand reporter français, disait
que quand on est au moment de voter, on ne vote pas pour celui qui nous fait réfléchir, mais pour celui qui nous fait rêver. Et donc, le rêve est une composante importante de l'action politique et malheureusement, on le trouve de moins en moins, ce rêve et son corollaire, l'espoir, puisque la politique se technocratise. Les gens vous parlent de ponts, de tunnels, vous parlent d'équilibre macroéconomique, mais parlent de moins en moins de grands combats pour les droits, pour la justice et pour les libertés. Et c'est important d'avoir... Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tant sur la scène géopolitique que sur notre gestion Covid, que sur notre manière de concevoir, notre manière de gérer ce pays, la manière dont ce pays est géré, est quand même une occasion de rêve. Et je ne dis pas que tout est bien. Il y a même beaucoup de choses qui sont pas terribles, mais en gros, on a quand même un espoir de faire de ce pays quelque chose de bien. Et ça, encore une fois, sur les jeunes. Alors, quand vous avez ce discours, Zakaria Garci, on peut revenir un peu, comme vous l'avez dit, sur l'historique des participations. Il y a une lente érosion. Absolument. Lente, d'accord, mais érosion quand même. C'est quoi les chiffres que vous avez? Absolument. Bon, il y a eu lente érosion, vous savez. Bon, on n'a jamais arrivé à atteindre 80%. Pour parler d'érosion, on était presque à 80%, on était à 75% dans les années 70 de participation politique, parce que c'était un moment, disons, important de l'histoire politique du Maroc. Il y avait ce combat, cette lutte pour... On sortait de la lutte du mouvement national. Du mouvement national, bien sûr. Il y avait la légitimité. Jeunes étaient tous impliqués. Il y avait la légitimité du mouvement national. Donc à l'époque, les gens votaient à 75% à peu près, et il y avait un taux d'abstention de 1%. Aujourd'hui, le vote a baissé à 45%. Dans les dernières élections, avec un plancher de 37%, je pense, en 2007, et avec un taux d'abstention qui avoisine les 20%. Donc, bien sûr, les gouvernements issus de ces élections sont légaux, sont légalement, bien sûr, établis, mais avec une légitimité relativement... Alors là, j'aimerais que vous parliez justement de cette question qui est souvent évoquée, mais vous allez l'évoquer avec des chiffres, si vous en disposez. La différence entre les taux de participation selon les scrutins, que ce soit le scrutin national, c'est-à-dire parlementaire, ou le scrutin communal, il y a une différence. Oui, bien sûr, il y a une différence en général de 5% à peu près, de 4 à 5%, ce qui est quand même pas mal. Et cette année, vu que les deux élections ont lieu le même jour, donc je pense qu'il y aura un équilibre en fait qu'on risque de perdre en taux de participation aux législatives va être compensé par les élections locales. Et c'est quoi la différence? Par les élections locales, c'est-à-dire que les gens qui ne voudraient pas aller forcément voter pour un parlementaire ou une parlementaire iront quand même voter pour un édile communal. Ils vont se rendre au bureau de vote, il y aura plusieurs... Tant qu'à faire, on vote. Et en fin de compte, on se dit, OK, tant qu'à faire, je vais voter pour les deux. Très bien. Mais c'est peut-être aussi simple que cela, des fois. Alors, comment vous pouvez expliquer les différences qu'il y a entre les scrutins? Parce que le 8 septembre, il y aura donc 3 élections communales, régionales, parlementaires. Bien sûr. Qui vont donner lieu après à d'autres scrutins indirects, qu'on appelle des scrutins indirects. C'est quoi ces scrutins indirects? Les scrutins indirects, c'est pour, en fait, vous élisez, par exemple, dans une commune, moi, dans la commune où j'habite à Casablanca, il y a à peu près 40 élus ou 39 élus. Donc, on va voter pour ces élus. Et après, une fois l'élection finie, lors de l'ouverture du conseil communal ou local, à ce moment-là, on va élire un peu les instances, de la commune. Exactement, le président de commune, etc. Le bureau de la commune. Et pour la région, c'est la même chose. Pour le national, bien sûr, suite aux élections des parlementaires, on va élire le président du Parlement selon la majorité qui va être disons, qui sortira de ces élections. Il y a aussi la Chambre des conseillers, bien entendu, qui sortira avec ces élections du 8 septembre, mais avec les élections professionnelles aussi et syndicales. Le scrutin syndical qui s'est passé en juin, je pense. Absolument. Très bien. Alors, comment on peut expliquer, vous parlez à n'importe qui, alors on est d'accord sur une chose, Zakaria Garci, c'est que tout est politique, comme on dit. Comment on pouvait expliquer qu'il y ait énormément d'attentes des populations, alors aussi bien au niveau local, donc c'est au niveau du quartier, on en parlait tout à l'heure hors antenne, qu'au niveau macro, qu'au niveau politique, qu'il y ait autant d'attentes que les Marocains parlent et s'impliquent dans la politique. Ils ne sont pas totalement à côté, ils sont intéressés par la chose politique, mais ils ne vont pas voter. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction finalement qu'il y a? Les réseaux n'expliquent pas tout l'action sur les réseaux. Soyons honnêtes, il y a une certaine aigreur, les gens sont aigris. Les gens sont aigris du fait de nombreuses déceptions. Et donc, ils tombent dans des contradictions.
Ce matin même, dans la commune où j'habite, à Casablanca, il y a un groupe, je vais parler de façon simple, il y a un groupe Facebook qui regroupe quelques dizaines de milliers de membres de cette commune. Et les gens se plaignent tous les jours des problèmes liés à l'infrastructure, etc., à la propreté, à l'éclairage et autres dans cette commune. Et au moment des élections, on leur propose de tenir des débats sur ces groupes Facebook avec les candidats pour être membres de cette commune. Ils refusent en disant que les politiques se ressemblent tous. Donc voilà, il y a une certaine contradiction, il y a une certaine aigreur. On leur répond que la politique de la chaise vide ne marche pas, que dans les élections aujourd'hui au Maroc, on peut critiquer le processus électoral, on peut critiquer les lois électorales, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais on ne bourre plus les urnes au Maroc aujourd'hui, il n'y a plus de bourrage des urnes. Et donc si Aziz ou Zakaria se présentent dans une commune et que les gens votent pour eux, ils vont passer. D'accord ? Et que c'est cette politique de la chaise vide qui laisse des gens véreux, malhonnêtes, peu compétents arriver aux affaires dans les communes. Des gens disent aussi que leur pouvoir est limité. Peut-être, oui, mais quand même, il y a une attitude, il y a une marge de manœuvre qui est relativement importante, permise par que la Constitution de 2011 a permis. Donc, il faut aussi s'approprier les outils qui sont en place. Il faut s'approprier les outils qui sont en place. Et moi, je crois en la force du nombre. Si demain, au lieu d'avoir 7 millions de gens qui votent, on va avoir 15 millions ou 20 millions, donc pour se rapprocher un peu des 22-3 millions de Marocains en âge de voter, croyez-moi, cela bouleversera la donne politique au Maroc. C'est-à-dire qu'en restant juste sur les 15 millions, plus ou moins, qui sont inscrits sur les listes électorales, je connais la problématique sur les Marocains en âge de voter et les Marocains inscrits, c'est une problématique vieille comme le monde ou vieille comme la démocratie marocaine. Mais si sur les 15 millions de Marocains en âge inscrits sur les listes électorales, il y en ait 1 ou 2 ou 3 millions de plus, on dit qu'il y a à peu près 6 millions de votants. C'est bien ça, je parle sous bien votre contrôle. Bien sûr, 6-7 à peu près. 6-7 avec Après, vous enlevez les 20% les bulletins nuls, voilà. Supposons qu'il n'y a pas de bulletin de vote. Oui, donc sur 1,5 million ou 2 millions de nouveaux votants, vous avez à peu près... Vous pouvez tout changer. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez tout changer bien sûr. Et avoir une majorité qui... Est-ce que vous pensez aussi que le fait d'avoir eu... Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est 2 mandats consécutifs des mêmes partis, en l'occurrence le PJD. Il sera jugé par les électeurs pour le bien ou pas pour le bien. D'ailleurs, quand vous parlez de 1 million, le PJD a eu 1,5 million de voix. 1,5 million, c'est-à-dire il a eu pendant 2 mandats... 1,5 million de voix qui lui ont permis d'avoir plus de 100 députés. Alors, si on ajoute cette donne, si on ajoute les bouleversements et bascules géopolitiques qui arrivent, si on ajoute la gestion Covid et la très nécessaire, ô combien nécessaire relance économique, est-ce que vous pensez que ça pourrait inciter les gens à aller voter? Et question subsidiaire, est-ce que vous qui suivez très bien l'actualité politique, très très bien l'actualité politique, est-ce que les partis font le job? Ou alors ils disent votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi uniquement. Est-ce que vous pensez qu'ils relaient ce message de participation, au-delà de choisir X ou Y, faire son acte citoyen? Il le relaie tant bien que mal. Mais il faut aussi voir que le mal est profond, que le désintérêt est là. Le désintérêt n'est pas uniquement au Maroc, il est mondial. Le Maroc en pâtit d'une façon ou d'une autre. Mais il est difficile, bien sûr, aujourd'hui, de dire aux gens de voter. Il est difficile de convaincre que le changement se fait dans la durée. Il est difficile de convaincre que la démocratie, c'est de l'endurance. Mais la société civile le fait, des fois mieux que les partis politiques. Mais aussi, les partis politiques aujourd'hui manquent de messages forts. Et vous savez, le regain de confiance passe aussi par des messages forts. On ne peut pas baser une campagne électorale sur des chiffres par-ci par-là. On ne peut pas baser une campagne électorale sur un catalogue de propositions, de 100, de 150 propositions. Il faut des idées fortes. Et ces idées fortes, moi je vais vous dire, j'ai parlé au début du suffrage universel comme un des piliers de la démocratie, mais le véritable pilier de la démocratie, quand nos amis anglais ont inventé la démocratie moderne, ils n'ont pas parlé du vote, ils ont parlé de accountability, la reddition des comptes. Et les mécanismes de reddition de comptes au Maroc sont grippés, il faut le dire. Il faut le dire fermement, il faut le dire de façon décomplexée. Vous et moi, au-delà d'être des influenceurs, ou vous, plutôt un influenceur médiatique, mais vous voyez un peu tous les scandales de dilapidation
des deniers C'est publics. une chose qui est en train de se faire avec le temps, petit à petit, parce qu'il y a une constitution. Alors vous dites la reddition des comptes, effectivement c'est grippé, mais sur la constitution de 2011, il y a plusieurs instances de reddition des comptes. On ne va pas tout faire en 5 ans ou en 10 ans, mais ça commence à venir. On voit une Cour des comptes qui fait le job. Oui, on voit un parquet qui mais ça réagit, doit aller au-delà des rapports. Et bon, je ne vais pas dire qu'il faut punir tout le monde à droite à gauche et installer des potences publiques, mais Non, il faut quand même, pas vraiment. il faut quand même qu'il y ait des messages forts. Il faut qu'il y ait des messages forts. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Maroc investit chaque année à peu près entre 30 et 35% de son PIB. L'investissement au Maroc est un des plus élevés au monde, n'a d'égal que les pays asiatiques. D'accord ? Il y a un ratio qui est extrêmement important. Et moi, je le dis, je le redis tout le temps. Un ratio qui s'appelle ICAR, en anglais, qui veut dire l'efficacité du capital public, de l'investissement. Et vous savez, ce ratio, il dit quoi ? Combien de points de PIB investis pour générer un point de croissance ? Au Maroc, il est de 7. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est le ACP. Oui, c'est énorme. Alors que dans les pays asiatiques, par exemple, c'est entre 2 et 3. Donc, il y a de l'argent qu'on perd. Et aujourd'hui, vous savez, avec le Covid, on a un déficit budgétaire extrêmement important. Donc, il y a deux choses l'une. Soit trouver des ressources financières importantes. Soit mieux rationaliser exactement, ce qui est compliqué. Vous savez, aujourd'hui, on est à 6-7% de déficit du PIB. Donc, il faut rationaliser. Restons sur votre logique. Vous êtes financé, je suis plutôt journaliste politique, donc je vais revenir à ma marotte, à moi personnelle, qui est celle de l'élection. Quand vous dites ça à des gens, des électeurs, des électrices, on s'entendra répondre souvent, ouais, tous les mêmes, c'est pas la chanson de Stromae, mais c'est tous les mêmes, les politiques. Or, on voit que les 4-5 partis les plus importants ont changé de tête depuis les dernières élections. À preuve, le PJD a changé de secrétaire général, le Parti de l'Istiqlal a changé de secrétaire général, le RNI a changé de président, le PAM a changé de secrétaire général. Donc il y a quelque part une sorte de vivacité au sein de la classe politique qui annule ou qui annihile cette notion de tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Il y a quand même un changement. Et ce qui s'est passé de 2016 à 2021, c'est aussi passé peu ou prou de 2011 à 2016. Donc il y a quand même au niveau de la direction des partis. Oui, bon, d'abord, je souscris parfaitement à ce que vous dites, mais des fois, il faut faire la différence entre deux concepts importants. Le renouvellement et la reproduction. Des fois, on voit dans des communes, oui, c'est plutôt de la reproduction. Le père qui passe le relais au fils, à la fille, au petit-fils, etc. Donc cette reproduction des élites est aussi néfaste que maintenir les élites existantes. Donc il faut un renouvellement, et ce renouvellement n'est pas uniquement un renouvellement de visage, de tête, mais aussi de message. D'accord, bon, je veux bien qu'il y ait plutôt d'avoir Zakaria qui est là depuis 40 ans, d'avoir quelqu'un d'autre, par exemple, mais si cette nouvelle personne perpétue les mêmes pratiques, perpétue le même discours et surtout les mêmes méthodes pour remporter les élections, des méthodes des fois qui peuvent être, disons, aux antipodes. Alors, je vais encore vous titiller là-dessus. Sur les 4 partis que j'ai cités, les nouveaux patrons n'ont pas les meilleures relations avec les anciens. Donc on ne peut pas dire que ce soit véritablement une reproduction. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais un parti, ça n'est pas uniquement un parti, mais il y a quand même, patron. Bien entendu. Mais ces gens qui sont arrivés, les nouveaux patrons qui sont arrivés, ont des équipes qui sont nouvelles. Il y a eu une rupture quelque part, donc pas vraiment de reproduction. Un renouvellement, pas vraiment de reproduction. Et quelque part, c'est quand même porteur d'une bonne nouvelle, à condition, bien entendu, qu'ils trouvent devant eux une population des électeurs qui, au lieu de protester, protestent inutilement, protestent utilement, efficacement, activement, en allant mettre un bulletin. Oui. Vous ne trouvez pas ? Oui, non, mais vous avez raison. Donc vous pensez que ces gens qui, enfin les gens qui de manière générale pensent qu'il n'y a rien qui change au niveau politique, ça change, mais ça pourrait encore mieux changer. Il y a des choses qui changent, mais je pense que le plus important, le changement, c'est un changement aussi du discours et des pratiques. D'accord ? Bon, avoir des secrétaires généraux qui se succèdent, c'est bien, mais si ils vont avoir le même discours, des fois qui est fébrile, des fois qui est peu courageux. Donc voilà, pour les gens, ça n'est pas vraiment du renouvellement, mais juste un passage de relais. Donc voilà, avoir un discours neuf et courageux est quand même une chose importante. Après, vous savez, bon, le Maroc n'a pas encore connu son moment populiste, comme c'est le cas en Europe. Mais quand vous voyez dans tous les mouvements... On a eu un peu de ça, les 4-5 ans, sans trop revenir sur les détails. Oui, mais beaucoup moins quand même, parce que la structure de l'État fait que avoir un parti populiste qui envahit la chose politique est peu probable. Mais pour vous dire, en Europe,
tous les mouvements populistes sont basés sur une chose, sur le dégagisme. Donc voilà, nous au Maroc, on peut le dire de façon plus élégante et parler de renouvellement, mais c'est vrai que les gens en ont assez des élites Donc, actuelles qui sont au pouvoir depuis des décennies. En un mot, comme encens, il est nécessaire, il est utile d'aller voter, d'exprimer sa voix en récompensant ou en sanctionnant. On va en rester là, Zakaria Garti. Merci pour votre intervention. Dernière petite phrase. On ne se couche pas à Casablanca, on ne s'endort pas à Casablanca pour se lever demain à Copenhague. Ce qui veut dire Ce qui veut dire, c'est que le cheminement, la démocratie est un long cheminement. Est très longue et il faut avoir la patience pour le faire. Et de l'endurance. Allons tous voter donc le 8 septembre. Essayons de faire le maximum pour ça. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci Zakaria. Merci beaucoup.